Aujourd'hui, on accueille une invitée qui a fait de la newsletter son terrain de jeu favori. Ghostwriter et copywriter, Lucie Le Guen aide les entrepreneurs à raconter des histoires qui transforment, qui relient et qui vendent aussi. Dans sa vie, elle a écrit des poésies, des nouvelles, un livre de cuisine et surtout beaucoup de newsletters. Sa conviction est que la créativité et l'impact passent par les histoires qu'on choisit de partager. Bienvenue Lucie Le Guen, je suis ravie de t'accueillir. Merci, elle était super cette introduction. Très chouette, merci Est-ce beaucoup. que merci. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire et ce qui t'a amené à te spécialiser dans la newsletter? Oui, alors j'ai un parcours un petit peu sinueux. À la base, j'ai fait des études de littérature et puis, j'ai été, brièvement, prof de français. J'avais toujours l'envie d'écrire, de faire quelque chose avec les mots, mais je savais pas trop, comment. J'avais comme beaucoup de gens cette idée qu'on pouvait pas gagner sa vie en écrivant. Hem et puis donc je me suis retrouvée après mon master de lettres à travailler en cuisine pendant plusieurs années. Donc je me suis reconvertie, j'ai fait une formation. J'ai travaillé, donc j'habite dans les Pyrénées, puis j'ai travaillé plusieurs années dans un petit restaurant bio ici, heu, que je gérais quoi, où j'étais chef de cuisine. Et puis il y a eu le covid et puis, je suis tombée enceinte en même temps et tout ça a conduit à pas mal de remises en question, de questionnements sur ce que je voulais faire et comment. Hem et puis je travaillais au sein du réseau Biocoop où j'avais un peu, eu ce constat que, en fait, souvent les entreprises qui ont les meilleures pratiques sont celles qui en parlent le moins ou qui savent le moins en parler, parce qu'il y a un souci éthique qui est très fort et c'était quelque chose qui me frustrait beaucoup. J'avais envie de d'agir là-dessus et donc à peu près à ce moment-là, donc pendant mon congé maternité, j'ai écrit ce livre de cuisine, sur la cuisine low-tech et ça a ravivé ce petit truc de l'écriture où je me suis dit: «C'est vraiment ça que je veux faire» et j'ai commencé à chercher, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour combiner un petit peu tous ces éléments, l'envie d'écrire, d'aider les entreprises qui ont des chouettes pratiques à en parler et donc j'ai découvert le copywriting comme ça, je me suis formée. J'ai commencé de manière un petit peu généraliste, j'ai fait plein de missions différentes sur plein de sujets différents, avec toujours des entreprises dans l'impact et puis progressivement, je me suis spécialisée donc dans ce format de la newsletter parce que je trouve qu'il est très riche, il est pas polarisant. Il permet beaucoup de flexibilité en termes de format, de structure, de fréquence. Il y a pas d'algorithme, et je suis persuadée, comme je pense de plus en plus de gens dans notre écosystème, qu'on a besoin d'aller plus dans la profondeur, dans les contenus, de se singulariser, parler de pourquoi on fait les choses et pas juste de ce qu'on fait et je trouve que la newsletter, c'est vraiment un format qui répond à tous ces besoins-là. Et par rapport à un blog, qu'est-ce que pourquoi la newsletter serait différente en fait d'un blog par exemple? Parce qu'on peut faire la même chose avec un blog, je pense. Tout à fait et je ne suis pas, contre le blog. Je pense même j'ai une amie qui se spécialise dans le SEO et voilà, on en parle souvent de à quel point aussi c'est bien quand on fait les 2. Enfin, on peut recycler l'un dans l'autre et puis voilà, hein, qu'on peut vraiment combiner les 2 et que c'est très intelligent de faire ça. Maintenant pour moi spécifiquement, bon déjà moi j'ai pas la compétence, SEO donc ça c'est une première réponse. Je suis pas formée au SEO. Mais la deuxième chose, ce qui fait que j'ai choisi le copywriting plutôt que la rédaction web, c'est que dans le copywriting et dans la newsletter, on est sur de la persuasion à l'humain, alors que le SEO, il y a quand même tout un tas de critères, qui sont voilà, qui sont très techniques, donc il y a ça. Ceci dit, il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec une directrice éditoriale d'une entreprise qui recrutait, qui m'avait proposé, la mission, de rédaction blog et à qui j'ai dit: «Mais attention, moi je suis pas du tout formée au SEO». Elle m'a dit: «Mais de plus en plus le SEO en fait, c'est les contraintes du SEO, c'est juste, c'est bien écrire». Elle dit: «Quelqu'un qui écrit bien répond à 90 des contraintes SEO et le reste, ça peut être très vite, appris» et je trouvais ça très intéressant comme, enfin ce qu'elle disait, Mais et puis après le blog, il va peut-être aussi plus servir pour de la découvrabilité, avec le SEO alors que la newsletter, elle va être plus sur de la fidélisation et conversion. Donc c'est aussi, je pense, pour moi, c'est 2 étapes différentes du parcours. Et est-ce que c'est ton parcours aujourd'hui qui nourrit ta manière d'écrire et d'aborder les newsletters? Alors je dirais que forcément à un certain niveau, je pense que c'est sûr, j'ai des clients qui sont venus à moi en me disant, «On a lu ce que tu faisais, tu écris pas comme un copywriter» et
Et effectivement, quand j'ai commencé ma formation en copywriting, on m'a dit: «Attention parce que, les gens comme toi qui ont fait des études de lettres, faut tout désapprendre parce que le copywriting, c'est pas de la littérature». Et sur le coup, je me suis dit: «Bon, OK». Donc je me suis dit: «OK, faut que je désapprenne tout. Allons-y». Et puis en fait, je me rends compte avec le recul aujourd'hui que avec le développement de l'intelligence artificielle encore plus, finalement écrire comme un copywriter, presque tout le monde peut le faire aujourd'hui avec une intelligence artificielle. Par contre, avoir une vraie réflexion, et aussi être capable d'adopter différents styles. Je pense que j'ai une compréhension du style de par mes études de lettres, du style, du ton, une capacité à jongler entre les styles qui vient certainement de mes C'est un études de atout. lettres. Ça, c'est sûr et puis une façon de réfléchir aussi, en 3 parties comme une dissertation. J'essaye de pas faire des newsletters en 3 parties, mais je pense en tout cas que c'est ce qu'on m'a dit souvent, c'est que je m'adapte extrêmement rapidement au style, des gens avec qui je travaille et je pense que ça doit venir de ça, d'avoir étudié, bah, plein d'auteurs, plein de tonalités, de pouvoir piocher assez facilement dans différentes choses. D'accord et tu crées des newsletters éditorialisées. Alors qu'est-ce qu'une newsletter éditorialisée et en quoi est-ce que c'est différent d'une newsletter classique? Il y a pas de newsletter classique, j'utilise ce terme pour vraiment différencier ça de l'email marketing. L'email marketing, ça va être vraiment de l'emailing, qui vise à vendre directement. Pour moi, la newsletter éditorialisée, elle vise à vendre mais indirectement. Et d'ailleurs, elle vise pas forcément à vendre parce que, par exemple, j'ai des clients pour qui je fais des newsletters qui visent à, renforcer l'effet de communauté au sein d'une communauté existante. Donc il y a une newsletter interne à un groupe existant ou à informer, elle peut viser à informer aussi. Elle peut aussi être un produit à part entière et en fait, ça peut être un business entier peut être juste une newsletter qui est monétisée. J'ai une cliente comme ça, on a une newsletter qui est monétisée et voilà, elle a plus de 200 abonnés, payants et en fait, c'est ça son business aujourd'hui. Donc la newsletter éditorialisée, c'est qu'il y a une vraie proposition éditoriale. C'est pas juste je mets en avant un produit, c'est j'ai un propos et j'apporte de la valeur avec ce propos. Et après, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut répondre à plein d'objectifs différents. Mais l'objectif de vente n'est pas aussi direct que dans de l'email marketing plus classique. Du coup, pour toi, la newsletter, elle doit être vue plus comme un média personnel pour faire une connexion ou est-ce que c'est avant tout aussi un outil marketing au service d'un business? Comment choisir justement quel format utiliser? Je pense que les meilleurs sont ceux qui arrivent à faire, les 2. C'est-à-dire que moi, ma newsletter, par exemple, c'est une newsletter éditorialisée. Ça m'empêche pas de temps en temps de parler de mes offres, mais c'est fait de manière beaucoup plus subtile. C'est pas un mail qui dit, moins 20 sur, voilà. Donc c'est D'accord. ça la différence. Ma conviction, aujourd'hui, c'est que, tous les marchés sont quand même extrêmement saturés, de Mmh. plus en plus, les réseaux sociaux aussi et que donc ce qu'il faut, c'est créer du lien et se différencier. Et ça, je pense que l'éditorial permet de le faire parce qu'il permet d'apporter une vraie proposition, une vraie singularité, que ce soit dans la manière de parler ou dans les sujets qu'on aborde et je suis convaincue que ça fait la différence dans les décisions d'achat. Maintenant, si on vend du service ou si on vend du produit, moi je pense que la newsletter éditorialisée, ça applique quand même plus au service. Mais mais pas que non plus, parce que même dans le produit aujourd'hui, on c'est ce qui ressort et moi je travaille surtout sur le marché de l'impact, donc c'est encore plus prégnant sur ce marché-là. Les gens achètent un produit, mais ils achètent surtout ce qu'il y a derrière, les valeurs, le discours, l'histoire et ça passe par de l'édito. C'est le format idéal pour les entrepreneurs qui ont un peu peur de se vendre, de passer pour des marchands de tapis et qui ont peur aussi de déranger finalement. C'est une manière plus douce de dire, «Je vends mais autour j'ai aussi autre chose», Complètement, complètement et c'est encore plus le cas pour des entrepreneurs qui ont des valeurs, qui sont vraiment au cœur de leur entreprise. Tout type de valeurs, hein, pas forcément, ça il y a pas besoin que ce soit, on va changer le monde, mais en tout cas, généralement, il y a une histoire et il y a, et il y a une je sais pas si c'est valeur le bon mot, mais en tout cas, il y a une volonté derrière la création de toute entreprise et pour moi, la newsletter éditorialisée, elle permet de transmettre ça. Et effectivement, généralement, les entrepreneurs, surtout qui ont un peu, une éthique forte ou du mal à se vendre, sont plus à l'aise à parler de ça qu'à parler de leurs produits directement. Hem
Donc oui, je pense que c'est un très bon vecteur pour ce genre d'entrepreneur. D'accord. Et on est dans un monde où tout le monde scrolle vite, tout le monde est pressé. Qu'apporte le format long d'une newsletter éditorialisée? Il nourrit beaucoup plus notre cerveau, il nourrit un peu moins notre dopamine et un peu plus notre cerveau. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, mais pour moi, il y a cette problématique sur les réseaux sociaux. Je suis pas anti réseaux sociaux, je les utilise aussi, mais en tout cas, la problématique, c'est que les algorithmes et les changements d'algorithmes nous poussent, si on veut que ça fonctionne, à répondre à tout un tas de critères et notamment donc il y a cette question de l'accroche qui doit être, extrêmement forte et qui pousse parfois des gens à faire des accroches qui pour moi c'est l'autre jour j'ai vu une accroche sur LinkedIn, c'était: «Elle était en train de mourir, personne ne la voyait» et de raconter qu'il a sauvé une petite fille qui était en train de se noyer et de critiquer les parents et cetera et je me disais: «Mais en fait, faire son beurre sur LinkedIn avec une petite fille qui a failli se noyer, peut-être c'était pas nécessaire». Et ça, je pense qu'on en vient là parce qu'en fait, on court à C'est le l'attention et au désespoir en like. fait, ouais. Voilà et pour moi, ça pousse à faire des choses qui sont quand même à la limite de l'éthique, Mmh mh. et pour moi, dans la newsletter, il y a pas cette problématique-là. On peut prendre son temps, on peut réfléchir et dans les entrepreneurs que j'accompagne, il y en a beaucoup aussi qui disent qu'écrire, ça leur permet de développer leurs pensées. Ça, c'est bon, quelque part, c'est quelque chose qui est vrai de tout type d'écriture, mais de prendre le temps d'écrire et de poser ses réflexions sur un sujet, c'est vraiment un moyen de savoir ce qu'on pense des choses et donc ça permet aussi de développer donc on parlait de un peu de personal branding tout à l'heure, ça permet de développer une vision singulière de ce qu'on fait et on n'a pas besoin de savoir avant d'écrire, par souvent c'est en écrivant qu'on trouve et ça je pense que c'est aussi une vraie valeur ajoutée pour beaucoup d'entrepreneurs. Et oui, on va parler plus tard, de la créativité. Hem, mais pour rester sur le format long, comment est-ce qu'on fait pour garder l'attention justement d'une audience qui commence à impatiente, de plus en plus impatiente? Alors c'est là qu'il y a les techniques de copywriting qui rentrent en jeu. C'est sûr non, mais c'est sûr que ça aide mais pour moi, une newsletter, elle a pas forcément à être très longue. Mmh. Il y a des newsletters qui font toutes les tailles et puis moi, il y en a que j'aime lire qui sont extrêmement longues, mais parce qu'elles sont extrêmement bien écrites. Mais on n'est pas obligé d'aller là-dedans si on n'est pas à l'aise sur ce format-là non plus. C'est là aussi où en fonction moi quand je travaille souvent sur la partie conception de la newsletter, donc créer le format et cetera et au moment du format, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc si on a plus de temps et qu'on veut vraiment, faire aboutir des réflexions, faire quelque chose de complexe, bon, bah, on peut aller sur ce type de format. Mais sinon, on peut créer des rubriques et cumuler deux trois rubriques et puis une rubrique, c'est pas forcément très long à écrire et ça peut permettre aussi de rendre le fait de scanner la newsletter beaucoup plus simple parce qu'on retrouve toujours les mêmes rubriques et on sait peut-être lesquelles nous intéressent pas, on y va et puis c'est donc on peut, adapter à son audience et puis aussi à ses capacités, à ses envies et à son temps, le format. D'accord. Est-ce que alors on voit de plus en plus des newsletters payantes et à quel moment on peut se dire: «Je vais faire payer ma newsletter» et est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment prêts à payer pour lire une newsletter aujourd'hui? Mmh. Alors, oui, il y en a. Il y a des newsletters il y a non, mais il y a des newsletters monétisables aujourd'hui qui font des millions, chaque année quoi, hein, avec une newsletter. Donc oui, il y a des gens qui sont prêts à payer. Maintenant, faire payer sa newsletter, c'est une seule des stratégies possibles pour monétiser une newsletter et c'est pas forcément la meilleure et donc pour moi, c'est toujours il faut se poser la question d'abord de c'est quoi l'objectif? Est-ce que mon objectif avec cette newsletter, c'est de convertir des clients vers mon service? Par exemple, moi, c'est mon cas. Ma newsletter, elle vise essentiellement à, faire patienter les gens qui ont envie de travailler avec moi, mais qui sont pas encore au stade où ils sont prêts à travailler avec moi et donc je les nourris là-dedans, puis je reste en contact avec eux. Mais derrière, je vends un service, qui coûte bien plus cher que, une newsletter que je ferais payer peut-être 5 €. Donc moi, mon intérêt, c'est plutôt qu'il y ait un maximum de gens là-dedans, que ce soit pas difficile pour eux, que ça leur coûte rien de rentrer et derrière que ça les convertisse tranquillement vers mes offres. Maintenant, si on veut faire une newsletter monétisable à la base, il faut penser la newsletter comme un produit. Ça va pas être le même type de newsletter. Donc c'est le cas de ma cliente dont je parlais tout à l'heure et elle, sa newsletter, c'est un produit. Donc c'est, elle travaille sur la fermentation et donc c'est chaque mois, elle envoie une mini formation en fermentation par mail
Donc là, c'est un produit à part entière, c'est pas juste, je vais parler de mes nouvelles ou de ce que je pense. Donc si on apporte une vraie valeur ou en tout cas, c'est qu'on répond à c'est comme on crée un produit ou une offre, en fait. C'est quelle est la problématique à laquelle je réponds? Comment j'y réponds? Et du coup, j'apporte une valeur qui est pour ces gens-là, qui a une valeur, pécuniaire. Mais pour moi, c'est pas forcément enfin, en tout cas, c'est vraiment pas la seule façon de faire et c'est pas forcément celle que je recommande le plus. Pour moi, c'est plutôt dans le positionnement que ça se joue. Donc c'est vraiment au départ dans comment on en parle, ce qu'on met dedans, et donc comme je disais, le fait de la penser comme un produit, que ça se joue plus que sur le soin apporté parce qu'il y a des newsletters gratuites qui sont, je vais donner un exemple, par exemple. Il y a une newsletter payante qui envoie chaque matin une playlist de musique pour travailler, donc c'est des musiques sélectionnées idéales pour, faire du deep work. Donc chaque matin, la newsletter, c'est juste ça, on ouvre, il y a un lien et la D'accord, playlist. oui, les gens, ils payent pour avoir leur playlist tous les matins. Voilà D'accord. et donc là, on paye parce qu'en fait, on est content tous les jours, on va avoir sa playlist pour travailler, Mmh mais mh. en soi, pour la personne qui fait ça, j'imagine que c'est quelqu'un qui voilà, qui est immergé dans ce milieu-là et pour qui ça prend pas forcément beaucoup de temps d'amalgamer quelques musiques. Donc il y a des newsletters payantes, c'est, des offres d'emploi, c'est des opportunités de travail. Donc par exemple, pour moi qui suis freelance, si on me propose une newsletter qui me coûte 10 € par mois et dans laquelle j'ai des propositions de mission à plus de 1 000 € par mois, ben, je vais pas réfléchir 2 secondes, je vais payer. Alors que, ça demande pas forcément un travail de fou que d'aller, chercher c'est juste d'aller les chercher puis de les mettre, donc voilà, pour moi, c'est plus est-ce qu'on répond vraiment à un problème ou pas? Mais il y a des newsletters gratuites qui, je pense, prennent beaucoup plus de temps à rédiger. Alors, je te propose maintenant de parler de créativité. Lancer une newsletter, c'est une chose, mais la faire durer dans le temps, c'en est une autre. Où est-ce qu'on peut trouver des idées pour nourrir sa newsletter, surtout quand on est en panne d'inspiration? Ça dépend vraiment des thématiques qu'on aborde. Hem, je dirais que pour moi, vraiment le fait d'avoir des rubriques définies, c'est un excellent garde-fou là-dessus. C'est ce fameux adage de, «La contrainte, crée la créativité». Je en tout cas chez moi, c'est très vrai. Je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais chez moi, c'est vraiment, ça ça se ça se manifeste. Donc pour moi, d'avoir des rubriques très claires qui conditionnent fait que, quand on arrive face à la page, on part pas de zéro. Et ça déjà, c'est un gain de temps énorme. Ça fait aussi que moi, par exemple, dans mon téléphone, j'ai des notes et j'ai une note pour chaque rubrique. Et quand, au fil de ma journée, j'ai une idée où je discute avec quelqu'un, où je rencontre une situation avec une cliente et je me dis: «Ah tiens, ça, ce sera un bon exemple pour telle rubrique», hop, je le note tout de suite. Et ensuite, quand je dois faire ma newsletter, en fait, j'ouvre mes petites notes, je vais regarder ce que j'ai, je me dis: «Allez, je prends celle-là là, je prends celle-là là, je prends celle-là là». Et après, ben, c'est un processus créatif, c'est un processus d'écriture, donc c'est faire un premier jet le plus rapidement possible. Ce que j'aime bien appeler the turd, donc un caca en anglais. The ugly, c'est c'est l'acronyme de The Ugly Rough Draft. Donc c'est le premier jet et il faut se dire: «Mon objectif là, c'est de produire le plus rapidement possible un turd». D'accord, Donc pas quelque chose qui filtrer en fait, c'est de voilà, dire: «Il faut que tout sorte». il faut D'accord, juste faire OK. quelque chose et puis après on verra. Et ensuite de laisser poser ça et le lendemain d'y revenir et là de repasser dessus. Et ça, c'est vraiment, ça change tout dans un processus de travail, de juste ne pas se mettre de pression, se décorréler en fait l'étape de, je et l'étape de je Mmh. raffine, j'édite, voilà. Mais sinon pour chercher des idées, bah, après moi je me suis fait un tableau au fur et à mesure que je trouve des sources. Je me suis fait un tableau de veille un petit peu, où je sais que si vraiment je suis en panne d'inspi bon en plus comme moi je parle de newsletter. Pour moi, c'est facile, je vais dans ma boîte mail, je scrolle mes dernières newsletters reçues et je me dis: «Ah tiens, là, il y a un truc intéressant». Donc après, c'est à chacun, en fonction de son sujet, de se trouver ses sources de veille et de se dire: «En dernier recours, si vraiment j'ai aucune inspi, j'ai ça». Est-ce que la créativité se travaille comme une discipline ou est-ce que c'est plus un état d'esprit à réapprendre? C'est super intéressant, comme question. Cet été, j'ai décidé de faire un programme qui s'appelle The Artist's Way, mais en français, il a été traduit par «Libérer votre créativité». C'est, Mmh. Julia Cameron. Enfin, c'est un best-seller, mondial, hein. C'est très connu ce livre et donc c'est un programme en 12 semaines pour se reconnecter à sa créativité et donc elle donne plein d'outils et
et de techniques pour faire ça. Mais notamment, ce que j'en retiens, si je devais en ressortir quelques éléments, que je trouve très utiles, c'est, déjà, y allouer du temps. Donc donner du temps, elle dit: «Créer, c'est aller chercher dans un puits qui est fait d'images, de sons, de couleurs, de mots et ce puits, si on puise trop, au bout d'un moment, il se vide, donc il faut le remplir». Et donc à chacun de voir comment il le remplit, mais moi je sais que par exemple, aller au cinéma pour moi, lire, écouter de la musique, aller me balader, tout ça c'est des choses qui vont, remplir le puits. Donc elle conseille une fois par semaine d'avoir un artist date, qui est D'accord. un date avec soi-même, avec son artiste, où on va aller nourrir son artiste. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne technique et c'est Mmh. toujours c'est comme ce truc de j'ai des idées dans la douche ou quand je conduis. C'est quand on se met au repos et qu'on cherche pas à produire et que juste on a les idées. Donc c'est vraiment avoir un focus sur comment je me nourris aussi et pas juste, comment je produis. Hem, donc ça, c'est voilà, pour moi, il y a ce truc-là de s'autoriser aussi à s'ennuyer, à marcher, parce que c'est tout ça qui va nourrir la créativité. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, par contre, bah, de se mettre peut-être des routines. Donc, par exemple, de se dire: «Bah, je produis mon premier jet en 15 minutes et ensuite, je sais que le lendemain, j'y reviens» et donc là, d'avoir pour le coup un processus assez défini et puis ça va être après à chacun, chacune de se définir son processus qui fonctionne pour soi. Moi, je sais que j'ai une tablette là, déconnectée et donc de me dire: «Je vais aller me poser ailleurs que chez moi, sans internet et j'écris à la main». Par exemple, pour moi, je sais que si je suis bloquée sur mon ordinateur, de faire ça, ça va me débloquer. Donc après, c'est chacun, peut-être c'est un lieu, peut-être c'est une heure, peut-être c'est un temps, peut-être c'est une musique, et chacun va se créer ensuite le contexte qui met son cerveau en mode: «Là, c'est le moment». Je te propose maintenant de parler d'impact. Hem, je trouve que c'est un mot qu'on utilise un petit peu beaucoup, genre: «Je crée un impact», enfin voilà. Mais pour toi, qu'est-ce que ça veut vraiment dire l'impact, et comment une newsletter peut-elle y contribuer? Ouais, alors, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, hein, sur, l'utilisation du mot, je pense que moi je l'utilise aussi je jongle avec d'autres termes, mais je l'utilise aussi par défaut parce que c'est le terme, il y a toujours ce souci à la fois utiliser le bon mot et en même temps aussi utiliser le mot qui va parler à un maximum de personnes. Je pense qu'Impact aujourd'hui, il répond à ce besoin-là, mais effectivement, il y a des gens qui pensent avoir de l'impact ou pour moi, ce qu'ils font, c'est Voilà, pas de l'impact. On est d'accord avec ça? exactement, on est Chacun son d'accord. interprétation du truc. Donc pour moi, en tout cas aujourd'hui, les impacts auxquels j'ai envie de contribuer, c'est et auxquels je contribue, c'est beaucoup, l'écologie, tout ce qui va être justice, sociale et politique et puis, ou en tout cas progrès social, disons. Et puis féminisme, en tout cas, pas si féminisme, pur et dur, c'est le bon mot pour que les gens se représentent ce que je veux dire, mais en tout cas, tout ce qui va contribuer, à prendre soin, en fait, soit de des gens, soit, de la société, soit, de notre environnement. Et là où la newsletter y contribue, ben, moi, personnellement, dans ce sur quoi je travaille, les newsletters, en fait, soutiennent des entreprises qui ont un impact. Donc c'est la newsletter a pas forcément un impact direct, mais elle va permettre à, je travaille par exemple pour un média de l'écologie, un média indépendant qui a une newsletter. Bah, leur newsletter, c'est pas l'entièreté de leur, mission. Mais elles contribuent à, bah, partager leurs articles et donc à amener de la lecture vers des sujets qui sont très importants. Hem, donc la newsletter peut s'intégrer là-dedans, elle peut favoriser le développement d'une entreprise ou d'une association qui a besoin d'attention, de conversion et cetera. Donc dans ce sens-là, elle va soutenir l'impact. Et puis après, il peut y avoir des newsletters qui ont un impact direct et dans ce cas-là, par exemple, moi, une idée, de newsletter que j'ai, que je sais pas si je ferais, c'est de créer une newsletter qui s'appellerait «Les gens de gauche» et une newsletter qui s'appellerait «Les gens de droite». Et l'idée, ce serait que les gens de droite lisent les gens de gauche et que les gens de gauche lisent les gens de droite et qu'en fait, chaque newsletter, ce serait un portrait d'une personne qui se dit de gauche ou de droite, mais un portrait humain, vraiment, qui serait pas politisé, en fait, qui serait un portrait vraiment humain pour essayer de réparer la fracture sociale, comme on dit. En tout cas, de créer des ponts. Hem et donc ça, ce serait une newsletter qui aurait un impact direct, pour le coup.
Voilà. Bah, en fait, si on considère qu'une newsletter, c'est un média, en fait, il suffit de se dire, bah, comment les médias ont de l'impact et les médias ont quand même beaucoup d'impact. Mmh. Selon toi, quels sont les ingrédients d'une newsletter qui restent dans la tête et dans le cœur des lecteurs pour créer cet impact, dont tu parles? Pour moi, c'est peut-être 2 choses différentes, le fait de créer l'impact et le fait de rester dans la tête et dans le cœur. Enfin, c'est pas forcément directement corrélé, c'est-à-dire que les newsletters qui ont le plus d'impact sont peut-être pas celles qui sont finalement, les meilleures sur la forme et inversement, il y en a qui sont vraiment très, très bien, faites et qui ont un impact, en tout cas, si on parle d'impact positif. Mmh. Mais en tout cas, si pour revenir à la question qui est quels sont les ingrédients d'une newsletter qui marche? Je pense qu'il y a vraiment moi ce que j'encourage toujours à faire, c'est ce processus de en fait, c'est comme si tu créais un produit ou une offre. Quel est mon objectif? Comment je voilà, quelle est la problématique à laquelle je réponds? Quelle est l'audience à laquelle je m'adresse? De quoi cette audience a besoin ou envie? Et ensuite, comment je crée un positionnement, comme pour une entreprise, un positionnement fort. Et si on a déjà ça, qui est bon, le reste, c'est beaucoup plus facile. Et après c'est aussi bon, ben ça va être bien sûr le contenu, hein, trouver un contenu pertinent, mais c'est aussi de pas négliger la forme, de bien écrire, d'ajouter de la je pense qu'un des trucs qui est vraiment important aujourd'hui et qui est encore difficile pour beaucoup de gens, c'est de sortir du langage corporate, ou lisse ou du langage de l'école et vraiment d'oser enfin de faire ce travail, de trouver sa voix. Qu'est-ce qui nous différencie? Et ça peut se faire de plein de façons différentes. On n'est pas obligé, de faire des blagues et des jeux de mots. Ça, c'est vraiment, ça, c'est une des façons de le faire, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Mais d'oser, trouver sa voie. Moi, je vois que les newsletters que je lis et j'invite toujours les gens quand je commence à travailler avec eux à se demander, puis ensuite à me dire: «Quels sont les newsletters que toi tu lis, que tu aimes et pourquoi?» Et déjà de faire ça, de regarder ça et de se dire: «OK, c'est quoi moi les newsletters que j'aime?» et de tirer ces ingrédients-là pour soi, c'est un super exercice à faire en moi, je sais que les newsletters que je lis, c'est en général, il y a toujours un ton, une voix, une patte. Parfois, c'est même sur un sujet, qui m'intéresse pas du tout. Mais j'ai envie de passer 5 minutes avec cette personne. Je dirais ça comme ça. Il y a ce truc-là de, tu vois, Alex Martel, quand je vois que j'ai un mail d'Alex Martel, mais parfois le sujet m'intéresse pas. Parfois, elle parle d'un produit que j'ai déjà acheté, donc je sais que ça ne m'intéresse pas. Mais je me dis: «Ouh, j'ai trop envie de savoir ce qu'Alex a écrit parce que je sais que ça va être chouette quand même». Je pense qu'on a tendance aussi à utiliser, beaucoup se fier à l'intelligence artificielle, de dire: «OK, il va faire le travail à ma place». Alors, bah, moi, je j'encourage pas à utiliser l'intelligence artificielle dans la rédaction. Pour moi, ça peut être utile sur de la recherche, de la structuration, de l'édition, mais pour moi, la rédaction, ça doit vraiment être, la personne, même si c'est pas terrible. Parce qu'après, ça pourra toujours être amélioré. Par contre, l'humain, on le trouvera pas autrement. D'accord, et quelles sont les 3 erreurs fréquentes que tu vois chez ceux et celles qui lancent leur newsletter? Mmh. Je vais peut-être me répéter un peu, mais du coup, ça va être de pas s'être demandé, quel est l'objectif et quel est le problème auquel je réponds. Juste se dire: «Tiens, je vais faire une newsletter sur tel sujet», Mmh. mais pas avoir trouvé un angle, en fait. Le comment je vais parler de cet sujet, à qui, pourquoi, donc c'est voilà, tout ce travail-là un peu d'éditorial qu'il faut faire en amont. Donc ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, ce serait de ne pas, s'être posé sur sa voix, du coup, donc d'écrire avec l'IA, de faire quelque chose de très générique et la troisième chose, bah, ce serait de mettre tous ses efforts sur la rédaction et aucun sur l'acquisition. J'en vois pas mal. Inversement aussi, hein. Il y en a qui mettent un peu trop sur l'acquisition et pas assez sur la rédaction. Mais en tout cas, moi je dis toujours au début, il vaut mieux commencer sur une fréquence un peu réduite et se dire: «Bah, en fait, je vais mettre la moitié de mon temps sur la production et la moitié de mon temps sur, parler de ma newsletter, la faire vivre et faire rentrer des gens dedans». Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que si on fait pas rentrer des gens dedans, bah, on s'épuise vite. On se retrouve après Mmh. 2-3 mois à se dire: «Bah, en fait, à quoi ça sert que je fasse tout ce travail pour 20 personnes qui me lisent?» Et donc c'est pour ça que c'est quand même important de mettre en place encore une fois comme une offre, un funnel, un tunnel d'acquisition, un parcours où on sait que régulièrement il y a des gens qui vont rentrer dedans.
Alors, je te propose maintenant de parler de Substack. Alors aujourd'hui, l'argument principal qu'on nous donne pour lancer sa newsletter, c'est parce que, outre le problème des algorithmes, on n'a pas le contrôle des plateformes. Alors pourquoi créer sa newsletter sur Substack et pourquoi utiliser Mmh. Substack plutôt qu'un outil d'emailing classique comme Kit ou Brevo? Déjà, il faut savoir que sur Substack, même si effectivement on appartient à une plateforme, hem, on peut toujours, exporter la liste email et puis basculer sur un autre, outil d'emailing, classique. Donc on reste propriétaire de sa base à tout moment, on peut l'exporter et partir avec, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les avantages de Substack, c'est vraiment qu'il y a une découvrabilité interne sur la plateforme. Donc avec Kit ou Brevo, il va falloir que nous, on fasse tout le travail à la main d'aller chercher les gens et de les amener dans notre, base email. Sur Substack, comme ça fonctionne un petit peu comme un réseau social, il peut y avoir des likes, des commentaires, du partage, hem et on va être découvrable directement sur la plateforme. Donc si on a une newsletter sur la littérature, et ben, tous les gens qui lisent des newsletters sur la littérature, par un biais d'algorithme, vont probablement se retrouver exposés et donc on va pouvoir avoir une acquisition qui est organique. Et en plus, depuis, quelques mois, Substack développe vraiment des fonctionnalités comme les notes, où là, c'est comme un réseau social. On peut poster une note, c'est 3 lignes, et là, on optimise encore sa découvrabilité et une fois que les gens nous découvrent nous, bah, ils découvrent notre newsletter. Donc ça, c'est pour le côté acquisition. Puis l'autre point, c'est que c'est très facile puisque tout est Mmh. vraiment optimisé directement sur la plateforme. Mais c'est vraiment à recommander pour le coup pour des newsletters éditorialisés parce que par contre, il y a plein de fonctionnalités qu'on va voir sur Kit et Brevo qu'on n'a pas sur Substack, comme par exemple le fait de pouvoir segmenter son audience, donc de pouvoir, différencier les clients des non clients, les gens qui sont venus par tel biais ou par tel biais, avoir des séquences automatisées, donc par exemple une séquence de bienvenue et cetera. Ça, on peut pas le faire sur Substack. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai sur, MailerLite ma petite séquence de bienvenue qui délivre mon produit et puis ensuite, dans cette séquence, j'invite à rejoindre mon infolette sur Substack. Donc ça peut être complémentaire aussi. Moi, j'ai une entrepreneuse que je suis qui a sa newsletter Substack et qui quand elle lance un nouveau produit, en fait, dans sa newsletter, dit est-ce que enfin, fait une édition sur le sujet du de la nouvelle Mmh. offre et puis, si ça vous intéresse, voilà la liste d'attente et en fait, j'imagine que ce qui se passe derrière, c'est qu'en cliquant là-dessus, on rentre dans la base mail, on rentre le mail et là, on rentre dans la liste segmentée où ensuite on va recevoir les infos de ce produit de manière automatisée. Mmh. Donc ça peut Mmh. se faire dans les 2 Mmh, sens. d'accord. Effectivement. Est-ce Mmh. que, l'audience francophone commence à avoir cette habitude de dire: «Je vais aller voir sur Substack»? Comme on se dit: «Oh, je vais regarder Facebook, je vais regarder Instagram», ou est-ce que c'est pas encore acquis? Parce que je pense que l'audience anglophone est déjà dessus, mais, Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, quand on est sur les notes sur Substack, enfin moi en tout cas dans mon feed, j'ai presque que des notes en anglais et c'est celles qui ont décollé et je vois des créateurs, créatrices, françaises qui sont sur LinkedIn, très populaires et qui sur, Substack ont 3 likes. Je me dis: «Ah mais ça doit ramener un peu d'humilité». complètement. Donc ouais, effectivement, je pense qu'il y a un 2 poids 2 mesures, là-dessus. Je pense aussi c'est marrant, j'avais une discussion là-dessus ce matin dans une communauté, dont je fais partie, où il y avait un questionnement sur, LinkedIn versus Substack et quelqu'un qui disait: «J'ai l'impression que Substack, c'est beaucoup plus acquis aujourd'hui dans des milieux particuliers». Par exemple, dans les milieux féministes, militants, voilà, Substack est déjà très développé. Maintenant, je pense qu'en fait, étonnamment, c'est la communauté entrepreneuriale, y est pas encore et Parce que je me dis: «Est-ce que, par exemple, pour moi, est-ce que être sur Substack aujourd'hui, c'est pertinent ou pas?» Parce que est-ce que mon audience est déjà sur Substack ou pas, en fait? après, dans la mesure où dans tous les cas, ça peut fonctionner comme une newsletter normale où les gens reçoivent juste ton mail dans leur boîte mail et cetera. Même s'ils sont pas, sur Substack, quelque part, tu risques pas grand-chose. Mmh. Hem, Maintenant, ce qui se dit, Mmh mh. je sais pas si j'endosse cette analyse, mais l'impression qu'ont beaucoup de gens, c'est que Substack aujourd'hui, c'est comme LinkedIn il y a 5 ans. En fait, ceux qui commencent
Maintenant, il y a disons qu'il y a il y a il y a encore de la place sur Substack, là où peut-être LinkedIn maintenant c'est saturé. C'est plus difficile d'émerger sur LinkedIn ou sur Instagram que sur Substack où il y a moins de monde. Donc ceux qui commencent aujourd'hui sur Substack, ben, dans 3 ans, ils seront en avance quand Substack se sera développé. Maintenant, ça reste une prédiction et puis peut-être que finalement Substack va s'effondrer et qu'il y aura autre chose et donc je c'est pas une vérité absolue et dans tous les cas, c'est toujours aussi un moment, en fait, est-ce que c'est faire un truc de plus pour faire un truc de plus parce qu'on se dit: «Si je fais ce truc de plus, c'est sûr ça va marcher» et dans ce cas-là, peut-être juste se re-questionner sur c'est quoi les objectifs, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi les meilleurs leviers? Ou est-ce que c'est se dire: «Bah, en fait, moi, j'ai vraiment envie de développer une patte éditoriale, j'ai vraiment envie que, mon propos, mes valeurs, mon histoire, ce que j'ai à dire, joue une place importante dans mon entreprise et j'ai envie d'écrire et j'ai envie de partager ça» et puis dans ce cas, go. Mais si on y va à reculons, bah, c'est pas la peine. Et merci beaucoup, Lucie, c'était très intéressant. Bah, avec plaisir. Donc avant de conclure, tu fais partie donc justement cette année, tu participes au cabinet des curiosités et ton petit produit fait partie de ces 124 produits, que l'on retrouve dans le bundle. À part ça, où est-ce qu'on peut également te trouver? Su Ouais et beh, essentiellement sur LinkedIn, pour l'instant, et sur Substack. Voilà, mais l'idéal, c'est via LinkedIn et puis de toute façon, le lien pour faire ma newsletter, qui parle de newsletter, c'est une newsletter Inception, est aussi sur mon profil. Mais voilà, je rentre de vacances ce matin et donc je vais recommencer à poster, incessamment sous peu. Merci beaucoup, Lucie. Et beh, merci à toi.